Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle série qui a pour objectif d'apporter des éléments de compréhension pour un langage donné via la correction d'exercices. En fait, cela répond à une problématique lorsque l'on apprend un langage de manière autodidactique, qu'on achète des ouvrages de référence qui proposent exercices et dont il n'y a pas la correction. Ce qui, à mon sens, n'est pas forcément évident. Cette première série va s'articuler autour du langage Haskell, qui est un langage pour lequel j'ai décidé de suivre les recommandations qui sont présentes sur ce lien. C'est un lien de référence selon moi car il fournit un guide aussi bien sur les bonnes pratiques d'installation que le fonctionnement de certains outils et surtout par quel cours commencer lorsque l'on veut débuter. Donc je vais cliquer dessus. Voilà, donc je vous laisserai lire le guide. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est le CIS 194. Voilà, donc dans le cours de base, vous avez le cours CIS 194 de Jorge. C'est ce que nous allons utiliser. Donc vous allez cliquer sur Disponible en ligne. Donc ce cours est gratuit. Il est composé de 12 semaines, donc pour lequel finalement vous avez un cours et un devoir. Donc ces vidéos, comme vous pouvez le comprendre, vont être divisées en nombre de 12, à chaque fois en proposant la correction des devoirs de chaque semaine. Nous allons commencer par le Homework 1, donc le devoir, l'exercice de la première semaine. Juste avant de commencer, je vais tout de même préciser quelques petites choses. Je ne vais pas revenir sur l'installation d'Haskell, car selon moi elle est très bien expliquée sur le site officiel et elle ne présente pas de problème majeur. Ensuite, comme tout langage de programmation, il y a moult façons de pouvoir réaliser un exercice. Et je ne prétends pas d'avoir la solution ultime et je ne vais sûrement pas vous présenter quelque chose d'optimisé. À mon sens, vu qu'on est sur un apprentissage pour l'instant débutant, ce qui va s'étoffer au fur et à mesure, mais quand même sur la semaine 1, l'idée étant de pouvoir résoudre de manière simple les exercices avec les éléments que l'on a appris au cours de ces différentes semaines. Parce que Haskell propose des notations syntaxiques qui sont vraiment particulières et que j'aborderai en leur temps en son temps, pardon. Donc voilà, on est parti sur le premier exercice. Donc en ce qui concerne l'exercice 1, il est composé de 4 parties. Donc voilà, exercice 1, 2, 3 et 4. Et il va s'agir dans celui-ci d'implémenter un algorithme permettant de valider le numéro d'une carte de crédit. Voilà, tout simplement. Donc pour cela, on va déjà regarder le premier exercice. Le premier exercice, qu'est-ce qui est demandé? On va avoir deux fonctions, toDigit et toDigitRev, qui vont prendre un entier et qui vont envoyer une liste d'entiers. On le voit avec l'exemple tout en dessous. Lorsque je rentrerai 1, 2, 3, 4 sur l'île 234, il me rentrera bien une liste avec les 4 entiers. Voilà. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Sous Haskell, on a deux méthodes. On a la méthode read et on a la méthode show. Alors déjà, je vais aller dans l'interpréteur, c'est mieux. Voilà. Read. Alors read, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre une chaîne de caractères et il va le transformer en un objet de la classe read. Si je prends show, alors T c'est pour les informations sur l'objet. Show c'est pareil, ce qu'on voit c'est l'inverse. Donc les deux méthodes sont complémentaires. Là je prends un objet de type show et je vais le transformer en string. Donc, si je tape show de 1, il va m'envoyer 1 mais en tant que chaîne de caractères. D'accord? Si je tape read par exemple de 1, mais que je caste en entier, il m'enverra bien un entier. Donc grâce à ces deux méthodes-là, on va pouvoir donc répondre à la problématique du premier exercice. Donc comment est-ce que je vais faire? On va transformer 1, 2, 3, 4 en 2, 3, 4, pour lequel on va découper chaque élément qu'on va mettre au fur et à mesure en entier. Voilà, donc concrètement, ça va être le 1, celui du 2, et ainsi de suite, pour au final faire 1, 2, 3, 4. Donc je vais partir sur une chaîne de caractères 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Parce que je vais d'abord utiliser read. Je vais utiliser une fonction anonyme, où je vais dire pour tout x, je vais donc le lire, le mettre dans une chaîne de caractères,
en format entier. Et si je veux appliquer cette fonction à tous les éléments de ma chaîne de caractères, je vais utiliser map. Voilà. Alors je vous rappelle map. Map, c'est une fonction qui applique à tous les éléments de A me redonne B. Bon là, la contrainte, on comprend bien, c'est que celle-ci, elle doit être en chaîne de caractères, sachant que ce qui est demandé, c'est un entier. Donc pour cela, on a vu Dominique Show, qui permet de faire la même chose. Show, 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, pour ceux qui se demandent ce que c'est que le symbole $, en fait, c'est un raccourci qui est propre à Haskell, par ma connaissance, et qui permet de s'affranchir en fait des parenthèses. C'est une lisibilité de lecture. Je vais faire ça. Et ça fonctionnera tout aussi bien. Mais vu qu'il y a quand même l'imbrication de fonctions dans ce langage, on peut très rapidement se perdre, donc il est quand même intéressant de pouvoir utiliser le $. Donc là, on répond déjà à la première partie, le toDigit. Le rêve, mais simplement, il suffit d'inverser ce que l'on vient de faire avec la commande reverse. Donc, je vais copier tout cela et on va le coder. Alors, hop. Voilà. Donc, toDigit. Je vais appeler n. Il va y avoir deux cas. Soit n est supérieur à 0, soit il ne l'est pas. Comment est-ce qu'on sait ça? Lorsqu'on regarde sur l'énoncé, on retourne sur l'énoncé, il y a marqué ici. Pour 0 ou une entrée négative, toDigit renverra une liste vide. Donc, si jamais c'est supérieur à 0, dans ce cas-là, je fais ce que j'ai défini avant, sinon je renvoie ma liste vide. Et là, je vais donc faire mon map de ma fonction sur show de n. Alors, petite particularité ici, c'est qu'il me demande un integer, donc il faut que je mette un integer. L'integer n'est pas limité, hein, si ce n'est par le hardware, contrairement à l'INT où c'est de mémoire 4 octets. Voilà, donc là, je ne vais pas réinventer la roue, donc je vais faire la même chose, je vais faire toDigit rêve. Voilà. De n, qui est donc égal du coup à toDigit, la reverse, pardon. toDigit de n. Voilà. On va tester ça, je sauvegarde. Je recharge mon module et on teste. toDigit. C'est que je ne l'ai pas appelé en fait. C'est pas grave. Voilà. toDigit. Ok. Donc 1, 2, 3, 4. J'obtiens bien 1, 2, 3, 4. Maintenant toDigit rêve. J'obtiens bien. Voilà. Inversé. Donc en fait la particularité ici, c'est vraiment d'avoir utilisé map pour appliquer cette fonction anonyme à tous les éléments de n. Ça c'est ce qui concerne la première partie de l'exercice. On va tout de même vérifier pour un nombre négatif. Si je fais cela, entre parenthèses, moins 17. Voilà, j'obtiens bien une chaîne vide, et si je fais 0, j'obtiens bien une chaîne vide. Voilà. Pour notre premier exercice, c'est donc ce qui est demandé. Il est demandé de faire un... Qu'est-ce qu'il demande d'ailleurs? En fait, voilà, de doubler tous les chiffres pairs en partant de la droite. Donc là, en fait, j'ai eu le 8, 7, 6, 5. Donc on va commencer par doubler en partant de la droite le 6 et le 8. On aura donc 16, 7, 12, 5. Alors comment est-ce qu'on va faire? Il y a plusieurs façons de toujours pareil de procéder sur ce genre d'exercice. L'idée ici, c'est d'utiliser une fonction que j'aime bien qui est le zipweave. Alors les zipweave, comment est-ce qu'il fonctionne? Comme ceci. Il va prendre un élément qui va être appliqué à deux listes. Donc la liste numéro 1, ça va être les éléments qui vont multiplier la liste numéro 2. Donc la liste numéro 2, on l'a, c'est le 8, 7, 6, 5. Maintenant, ce que je veux, c'est que tous les deux, en partant de la droite, je multiplie
par 2 ou par 1. Donc par 1, par 2, par 1 et par 2. D'accord? Non, je commence par la droite. 1, 2, 1, 2. Donc du coup, 1,2, 1,2. Si je fais ça, je vais automatiquement avoir la bonne multiplication. Sauf que quelque part, moi, c'est pas encore ce qui m'intéresse. Déjà, il y a une contrainte, c'est que j'ai fait une liste ici, connaissant la taille de la liste finale, or c'est une inconnue, parce que le programme doit pouvoir fonctionner peu importe la taille de la liste entrante. Donc du coup, on peut utiliser quelque chose qui est intéressant, c'est le cycle. Cycle 1, 2, ça veut dire que de manière infinie, il va me faire un cycle des valeurs 1 et 2. J'exécute. Voilà. Ok. Donc du coup, je vais appliquer cela au même principe. Donc à la place de mettre 1, 2 ici, donc faire cycle 1,2. Comme ça. Voilà. Et donc là, je vais donc avoir multiplié du 1 fois 8, 2 fois 7, 3 fois 8, et ainsi de suite. D'accord? Celle-ci doit être faite sur une ligne, sur comment ça s'appelle? Sur une liste qui est inversée. On va dire reverse de la liste. Voilà. Donc en faisant ça, j'obtiens effectivement ce qui est attendu. 5, 12, 7, 16. Sauf qu'en fait, maintenant, il va falloir que ce soit encore inversé. D'accord? Donc je fais pareil que tout à l'heure. Je fais un reverse ici. Voilà. J'obtiens bien 16, 7, 12 et 5. Donc, on va revenir sur l'exemple. Je vais copier ça, je vais le mettre dans mon fichier qui est là. Et ça va comment la fonction déjà? Elle s'appelle... Voilà, on va copier ça. Hop. Voilà. Donc, comme vous avez vu dans l'exemple, l'idée étant d'avoir ma chaîne ici, celle que je vais vouloir modifier. Déjà, il faut que ce soit par la droite. Donc si c'est par la droite, autant que je fais déjà un reverse. Donc 1,2,3,4. Je vais commencer par la droite, je vais donc faire un reverse pour commencer. Voilà, c'est ce que je veux faire. Et je veux que tout ça soit multiplié par 1, 2, 1, 2. Du coup, c'est pour cela que j'ai fait un zip with. Donc je décide de multiplier. Je pars du cycle parce que je ne sais pas le nombre d'éléments qu'il va y avoir sur reverse de 1, 2. Voilà. Et donc là, je vais avoir 4, 6, 2, 2. Donc on reprend l'exemple qui était fait dans le cours, qui est 8, 7, 6, 5. Voilà. 5, 12, 7, 16. Ok. Et donc maintenant, il va falloir le réinverser parce que c'est ce qui est demandé au final. Voilà. Voilà pour ça. Donc maintenant, on va tester le code. Donc on va faire un -R, c'est pour reload. D'accord? Donc j'ai toujours double machin, double valeur, ainsi de suite. Je vais faire 8,7, 6,5. Et voilà. Et j'obtiens donc la valeur qui est demandée. Si je fais pareil pour 1, 2, 3, 1, 4, 3. Voilà, avec ça on clôture donc l'exercice numéro 2. Maintenant on va regarder l'exercice 3. En fait il consiste à créer une fonction qui s'appelle SUMDIGIT, qui va prendre une liste d'entiers, qui va me ressortir un entier. En fait cet entier va représenter la somme de tous les chiffres représentant les nombres de cette liste. Sur l'exemple, j'ai 16, 7, 12 et 5. Je vais donc faire 1 plus 6, plus 7, plus 1, plus 2, plus 5.
Donc comment est-ce qu'on va faire? On a déjà créé tout à l'heure en fait la fonction toDigit. Par exemple, si je donne 11, il va me donner bien ce qu'on a vu, un tableau liste contenant ces deux éléments. J'ai tableau parce que je viens effectivement du C, mais c'est une liste. Donc à partir du moment où j'ai cela, je peux très bien faire aussi une somme toDigit. Voilà. Et donc on va utiliser cette particularité pour faire une fonction map, enfin utiliser map qui va appeler cette fonction-là appliquée à tous les éléments de la liste. Une autre façon de l'écrire aussi, parce que là on voit qu'on a une application de fonction. C'est comme si j'avais g entre parenthèses f de x. Donc du coup, je peux faire aussi somme toDigit de 11. Ça revient exactement. Donc on choisira l'écriture qui nous semble la plus intuitive. Donc je vais en faire un map. Voilà, donc ici par exemple je vais mettre n. Je vais appeler somme. Pour éviter, je vais appeler somme. De n égale n. Donc si je fais un somme de quoi? De n, n étant donc une liste, 1,16,7. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans un premier temps? Je vais avoir donc la somme pour chaque nombre. Si c'est un 7, 3 et 1, 2 et 1, 3 et ainsi de suite. Donc il ne me reste plus qu'à faire maintenant un somme globale. Tout simplement, on a ici un somme de tout ça. Voilà, ici je refais la même chose, j'obtiens 22, ce qui est demandé. Voilà. Donc, je vais repartir sur cet exemple-là, je vais chercher mon fichier comme tout à l'heure. Par contre, le nom de la fonction, je crois que c'était someDigit. Voilà. Hop. Voilà, et donc maintenant on va le tester. Je fais un point reload, donc ça compile bien. Je fais mon someDigit. Et je vais prendre l'exemple qui était, enfin surtout importe. Voilà. Je vais avoir 6 et 4, 10 et 12. Okay. Donc ça c'est bon. Maintenant l'exercice 4, il consiste simplement dans la fonction finale, en fait, validate, qui va prendre donc l'entier, qui est le numéro de la carte bleue, carte de crédit, et il va m'envoyer un booléen, est-ce que c'est valide ou est-ce que ce n'est pas valide, tout simplement. Donc on retourne là-dessus. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même devoir faire un if, comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc je vais juste devoir faire un if, parce que si on regarde l'énoncé, on s'aperçoit qu'à un moment il demande, voilà, calculer donc le reste du modulo divisé par 10. Si c'est égal à 0, c'est que le nombre est valide, sinon il ne l'est pas. Donc ce qu'on va faire, on est parti. Donc il y a un validate, pareil de n étant donc le nombre que je vais rentrer, le case, donc je vais faire selon quel cas, le someDigit de la fonction, donc c'est la fonction ici qui va me permettre de voir tous les doubles. Je vais donc faire la somme de tous les doubles. Tous les doubles ont pris quoi comme entrée? On pris toDigit de n. Donc vous suivez par rapport à ce qui a été fait. Je prends mon entier, je le mets dans un tableau, je fais un double de tous les éléments, je fais la somme de tout cela, et à la fin, je fais un modulo 10 de tout ce petit monde-là, d'accord? Et je peux avoir deux valeurs. Concrètement, 0, ça me donne vrai. Et tout ce qui n'est pas 0 me donne faux. Voilà. Okay. Donc du coup, maintenant, on va recharger la page. Voilà. Je vais faire un validate. Et je vais récupérer le numéro ici. Copier. Coller. Hop. Voilà, on me dit bien que c'est vrai. On voit qu'il n'y a que le dernier chiffre qui change. Je vais mettre un 2. False. Donc là, on vient de faire les 4 premiers exercices.
permettant justement de pouvoir valider le numéro d'une carte de crédit. Bien, donc nous allons finir cette première semaine avec le dernier exercice qui consiste à la tour d'Hanoï. Donc la tour d'Hanoï, c'est un puzzle classique, comme précisé dans l'introduction, dans lequel vous avez 3 petits pylônes, vous avez différentes dalles, et l'idée étant de pouvoir toutes les déplacer d'une dalle source vers une dalle destination en utilisant une dalle intermédiaire. Voilà, la seule contrainte est que je ne peux pas mettre une dalle plus grande sur une dalle plus petite. On regarde donc les informations sur la fonction. Je vois donc j'ai un type peg qui est un string, donc c'est un alias concrètement. Move, donc un tuple de string. Donc peg, ce sont les petits bâtonnets là. Donc destination source. Donc en fait le move, c'est le mouvement. Et la tour d'Hanoï va donc prendre le nombre de mouvements, les 3 pylônes, et va me sortir une liste de mouvements. Voilà. Donc ça, c'est la façon dont ça va être écrit. Donc hop, on va mettre ça là. Alors dans le récursif, généralement, il est intéressant de mettre en premier la règle d'exclusion. Donc ce qui fait sortir du récursif, actuellement, ce serait que n, donc l'integer, soit égal à 0. Donc on va mettre Hanoï, 0 pour lequel on ne prend pas les autres valeurs, parce que quelque part, à partir du moment où c'est 0, on ne prend pas en considération le reste, parce qu'on n'a pas besoin. Ça me sort une liste vide. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais donc prendre 2, c'est l'exemple, A, B, C, tel que c'est expliqué ici. A, B, C, et je dois obtenir cela. Ok. Donc maintenant, on va lire ce qui a marqué, on va simplement traduire le français en Haskell. Donc là, déplacement de N-1 disque de A vers C en disant B. Donc de A vers C en disant B. Et donc Hanoï de N-1. Ok. On va concaténer cela avec un déplacement de A vers B. Et on va faire la même chose, Hanoï N-1 de C vers B en disant A. Voilà. Je vais juste tromper ça. Okay. Donc si j'exécute cela, je vais faire typiquement nickel. Je vais faire un Hanoï, je fais un 2 A, B, C. J'obtiens bien ce qui est demandé. AC, AB, CB. Alors comment ça fonctionne? On va faire l'exemple pour 2, c'est plus simple. Mais concrètement, ça veut dire que ici, j'ai un œil de n-1. Donc pour n égale 2, j'ai donc un œil de 1 plus A, C, d'accord, plus un œil de 1. Un œil de 1, ici, on voit que c'est AB. Un œil de 1 est égal à AB avec que les anoïdes de 0. Donc les anoïdes de 0, ça fait vide. Et là, c'est les deux premiers. Les deux premiers, c'est donc ici AC. Donc là, ça va donc être A, C. Là, je me trompe, c'est AB. Là, pareil, anoïde de N-1, donc anoïde de 1 de CBA, est égal à anoïde de 0, CBA. Donc anoïde de 0, c'est vide. Donc en fait, je garde que le pas du milieu, donc les deux premiers, c'est CB. Voilà. Donc je vous invite à repasser la vidéo si j'ai été un peu trop vite. Et donc là, j'ai la traduction de AC, AB et CB. Bon, je vous le fais sur 2, c'est beaucoup plus simple que de le faire à la main sur N. Voilà. Donc je répète, à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que cette version-là, c'est ce qui est constant. Donc quand Hanoï vaut 0, je n'ai rien. Quand Hanoï vaut 1, c'est quand même ensuite un Hanoï de 0 en récursif. D'accord? Donc je vais prendre que les deux premiers, la CAB, parce que je suis ici avec cette ligne-là. Quand j'aurai celle-ci, qui sera ici, forcément pour un Hanoï de 1, bah, ce sera les deux premiers. Donc au lieu d'avoir AB, j'aurai AC. D'où AC, AB et CB. Voilà. Bon bah écoutez, on finit donc pour cette première semaine. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.